Professeur, merci d'être venu et merci pour la clarté de vos déclarations. Est-ce que, professeur, vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées? Non, parce que ce jour-là, on était très occupés et nous nous sommes occupés surtout des femmes. Mais je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés et dans toutes les salles, il fallait chercher à mettre les pieds pour pouvoir circuler parce qu'il y avait des blessés partout par terre et même dans les couloirs. Ça, je peux confirmer ça. Mais le nombre, je ne peux pas vous le dire parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure. Et ces blessés se lamentaient beaucoup? Beaucoup de blessés se lamentaient, effectivement. Il y en avait qui avaient des blessures graves à la tête et dans l'autre partie du corps. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les propos tenus par les bérets rouges à votre égard dans le quartier Landrea? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Les bérets rouges nous ont dit que, de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation paieront et qui n'allaient pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on leur a dit, nous sommes des médecins. Nous sommes du corps médical. Nous essayons de faire notre travail. Il n'y a rien derrière. C'est pour cela que nous circulons. D'accord. Et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver des vies? On nous a refusé l'accès au stade. En fait, en tout cas, la personne qui était là a dit que ce n'était pas à elle de prendre la décision, qu'il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie. Il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone. Il a appelé. Après, il est venu nous dire, non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas violent du tout, très respectueux. Nous allons nous occuper des blessés qui sont là. Donc certainement, sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade. Probablement. Et vous, votre seule intention ce jour, c'était de sauver des vies? C'était juste de sauver des vies, essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardée. C'était d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade. Et c'est ce qu'on vous a refusé? Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort, des personnes qui ont trouvé? Non, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas nous qui gérons les cas de mort. Les morts sont généralement, à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là, aux urgences. C'est une fois que le décès est constaté, il y a un certificat qui est donné et la personne est déposée à la morgue. Mais il peut arriver, parce que tous les décès à l'hôpital passent par le bureau des entrées. C'est-à-dire la personne est déclarée, la mort est constatée et la personne est transférée à la morgue. Et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau, est-ce qu'il y avait eu des cas de mort? Non. D'accord. Vous dites qu'il y avait 5 ambulances. 5. Et toutes ces 5 ambulances étaient allées au stade? Dans tout le quartier, on a fait tout le tour ensemble. Mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargées pour les raisons que je vous ai évoquées. Les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux, mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés. Mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent. Et nous, on les a promis qu'on viendrait plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à sillonner? Oui, Landrea. Landrea Port. Et puis le quartier de Dixine-Bora. Dixine-Bora. Et puis le grand quartier de Dixine jusque vers le centre de santé de Dixine. Dans cette zone-là aussi, vers la mosquée. D'accord. Nous sommes passés dans toutes ces zones-là. Nous avons pris toutes les ruelles de façon systématique. Et dans tous ces quartiers, il y avait des blessés? Il y avait des blessés. Qui étaient certainement dans des différentes familles. Et puis il y en avait qui n'étaient véritablement blessés, mais qui avaient peur et qui étaient cachés là. Et donc ils sont venus à l'hôpital, parfois ils n'ont reçu aucun soin.
Mais ils avaient peur, ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé. Et ils considéraient que l'hôpital était un endroit sécurisé. Ils sont venus là jusqu'après, dans la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et professeur, vous étiez ce jour à l'hôpital, vous avez sillonné les quartiers, vous avez été au stade. Quelle est l'analyse que vous avez pu faire ce jour de tout ce que vous avez eu à constater? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire. L'analyse que je fais, c'est que la bêtise humaine peut aller trop loin. Parce que je considère que ce qui s'est passé, c'est tout simplement la bêtise humaine. Et que ça n'avait aucune explication. Ça n'avait aucune et ça n'avait aucun sens pour moi. D'accord. Merci, docteur. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet, c'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Anka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là. Et puis pour des collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin, ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je dis, ah bon? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même? Non. Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Anka. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de M. Moussa Dadis Camara, qui était président d'alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Cette visite-là, vous avez trouvé à l'hôpital? Non. Non. Alors, le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdoulaye Chérif Diaby à l'hôpital d'Anka? Je ne l'ai pas rencontré. Mais il est venu, effectivement, ben ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais des va-et-vient. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdoulaye Chérif Diaby? Non. Donc on parlait de sa présence et c'est tout. Bien. Professeur, vous êtes médecin. Le jour de ce massacre-là,
Vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse de viol, enfin la notion de viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées? La notion de viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat. Le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences de graves conséquences. Ça veut dire, professeur? Ça veut dire les problèmes psychologiques, des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH, la grossesse, post-viol. Tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous ou votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol collectif, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certains l'ont dit. Dans notre jargon à nous, je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous, on parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoqué, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes, elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Se sont déshabillés de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers, beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'Andréaport qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les amenant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là. Mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeur. Ça ne souffre l'ombre d'aucun doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient ou qui étaient leurs agresseurs, et vous ont dit que si c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes? Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps de bérets rouges ou un autre corps? Je ne sais pas si elles font la différence et nous, en réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient, ce sont des militaires, et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments, elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit, ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle? Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur? J'avais confié à 3 de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans
qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée, et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Mon Dieu. Et elle était hospitalisée en psychiatrie, pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine. Et je l'ai perdu de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine et vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue. Puisqu'elle a été vue plusieurs jours après. Je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même, elle a été accompagnée par 2 dames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle était pas bien. Affreux. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viols et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier, celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après, parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29, je crois. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Siriman Kouyaté, je crois. Yeah. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Parce qu'on avait été appelé avec le professeur Hassan Naba et la directrice à l'époque, pour dire y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci professeur pour cet acte citoyen.